Bonjour Dimitri de Kochko, Bonjour. j'ai le très grand plaisir de vous recevoir en entretien par internet, puisqu'on n'a pas la possibilité de se voir en face à face. N'empêche que la technologie va nous permettre d'avoir cet entretien donc, et d'avoir un petit aperçu de ce qui se passe dans le domaine du monde russe, et puis l'approche et la vision qu'ont un certain nombre de gens de ce monde russe. Alors, je vais quand même vous présenter un petit peu. Vous êtes toujours journaliste, mais vous avez passé plus d'une trentaine d'années à l'AFP. Toujours journaliste un jour, journaliste toujours. Voilà, le statut reste entier, quel qu'il soit, enfin, quelle que soit la date. Donc, plus de 30 ans à l'AFP, vous avez fait des études supérieures, vous avez fait des études d'histoire. J'ai fait des études de russe, j'ai fait des études de linguistique et j'ai fait toute une maîtrise sur la civilisation russe, qu'on appelle, Oui. et notamment sur la période révolutionnaire, et notamment j'ai travaillé sur un écrivain qui est très intéressant, à mon avis, qui s'appelle Victor Serge. Je conseille aux gens qui ne le connaissent pas de voir un peu qui est ce monsieur. C'est une biographie riche et c'est un bon écrivain. Donc je l'ai vu et d'un point de vue littéraire et d'un point de vue historique. Et à l'époque où j'écrivais ça, d'un point de vue militant, ça m'intéressait assez. Parce que Victor Serge est quelqu'un qui a commencé dans l'anarchisme, y compris avec la bande à Bono. C'était le fameux théoricien de la bande à Bono, qui à l'époque était appelé le Rétif. Et qui était dans le procès de la bande à Bono. Alors lui-même n'était pas un de ceux qui faisaient les hold-up, mais c'était un des théoriciens de l'anarchie, enfin, de l'anarchisme, et d'un anarchisme intégral et illégal. Lui-même était un descendant d'une famille d'opposants à la monarchie russe, au tsarisme russe, qui s'appelait les Kibalchitch. Son vrai nom, c'est Kibalchitch, à Victor Serge. Et qui ont émigré en Belgique. Et donc, Victor Serge s'est rallié, a rejoint la bande à Bono dans sa jeunesse anarchiste. Puis, il a rallié la révolution russe après un passage en Espagne, dont d'ailleurs un des romans et Naissance de notre force parle justement des premières révoltes à Barcelone. Et puis, il rejoint les bolcheviks, la révolution russe, avec laquelle il émet un certain nombre de scepticisme assez vite, notamment en raison sans doute de ses visions anarchistes d'avant la révolution. Puis il est déporté par Staline à Orenbourg, où il va avec son fils, qui s'appelle Vladi, qui s'appelait parce qu'il est mort il y a 2 ans, le fils, et qui est devenu un peintre mexicain, puisque Victor Serge a ensuite été déporté de Russie vers la Belgique et la France, d'où il est parti avec le fameux bateau des philosophes au moment de l'occupation nazie, et il a trouvé refuge au Mexique, où il a croisé à nouveau Trotsky quelques mois avant l'assassinat de ce dernier, et lui-même est mort dans les années 49, juste avant les années 50, juste après la guerre. Il a toute une littérature, disons, pro-bolchevique, une période donc anarchisante, mais il y a peu d'écrits là-dessus. Ensuite, pro-bolchevique pour la révolution, favorable à la révolution, puis en revanche dénonçant la dérive stalinienne et totalitaire du régime soviétique. Donc c'est un personnage intéressant. Il écrivait en français, en très bon français, mais avec un caractère de littérature russe, puisqu'il a connu dans les années 20 toute cette pléiade d'écrivains, de poètes russes, dont beaucoup ont été victimes du stalinisme et dont beaucoup ont été assassinés par Staline. Je dirais
que bon, il a connu toute cette école-là. On ne va pas rentrer dans la littérature parce que alors là, on ne va pas en finir. Mais bon, moi, je m'intéresse aussi à la littérature russe. D'accord. Alors, je vais finir votre portrait Oui. en disant que vous parlez 4 langues, français y compris. Évidemment, le russe. Ce qui était normal à l'AFP. Hein. Oui, oui. Mais bon, voilà, il faut le souligner quand même. Et puis, à un moment donné, il y a quelques années, la guerre dans le Donbass est arrivée, la guerre en Syrie également, et puis vous vous êtes positionné petit à petit vers comment dirais, une version de l'information qui commençait à sérieusement déplaire, je dirais, le milieu journalistique. Et vous avez été quand même un petit peu blacklisté, hein, faut le dire. Et ce qui est dommage, puisqu'on a manqué d'avoir une voix contradictoire sur les plateaux de télévision, là où on avait un seul et même discours sans absolument aucun équilibre dans les avis. Ah oui, c'est le grand problème. Mais si vous permettez, je ne veux pas vous vexer, mais je peux reprendre certains termes parce que vous voyez, c'est important dans l'info justement. C'est pas la guerre du Donbass n'est que le résultat du coup d'État qui s'est produit à Kiev en février 2014. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas comme on essaie de quelquefois le présenter maintenant, ce n'est pas une attaque de la Russie ou autre, c'est la réaction d'une partie de la population ukrainienne qui n'est pas forcément de la même culture, tout simplement pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons linguistiques, que ceux de l'ouest de l'Ukraine. Oui. Là, on parle de l'est de l'Ukraine, et l'est de l'Ukraine est une région qui était en fait une région russe, qui a été attribuée à l'Ukraine par les bolcheviks, notamment par Lénine et Staline. Et c'est assez amusant qu'aujourd'hui, le pouvoir à Kiev, justement maudit Lénine et le pouvoir bolchevique et le pouvoir soviétique, qui en fait lui a donné justement toutes ces régions-là, et lui a permis d'ailleurs de retrouver aussi la Galicie, dont la majorité des partis les plus extrémistes défendant Kiev sont issus, puisque la Galicie est une province qui a été très longtemps autrichienne, sous l'empire des Habsbourg, qui est passée à la Pologne après l'effondrement de l'empire des Habsbourg, et qui est passée à l'Union soviétique après le pacte germano-soviétique, puis après la victoire de l'URSS durant la guerre, puisque pendant la guerre, ils étaient occupés par les nazis. Et quand je dis occupés, ma foi, ce n'était pas une occupation vraiment très méchante, puisqu'il y avait beaucoup de Galiciens qui, par souvenir autrichien notamment, sont devenus pro-nazis, et ils ont même constitué une division SS, et beaucoup d'entre eux se sont distingués par une collaboration avec les nazis tellement zélée qu'il y a même eu des cas, par exemple, où des Ukrainiens partisans d'un monsieur qui s'appelait Bandera, qui est aujourd'hui considéré comme un grand héros dans l'Ukraine kievienne, qui ont même été virés de la Gestapo pour cause d'excès de zèle et cruauté excessive vis-à-vis des Juifs, des Polonais et des Russes. C'était donc les 3 ennemis de cette idéologie nazie à la sauce ukrainienne, je dirais, qui s'est ensuite manifestée notamment par des massacres de Polonais en Volhynie en 1943, ce qu'aujourd'hui les Polonais leur rappellent d'ailleurs. Et puis ensuite à Babi Yar à Kiev, avec un massacre essentiellement de Juifs, un massacre par balle, hein, c'est la fameuse Shoah par balle, dont parlent aujourd'hui les anti-russes, je dirais, en mélangeant tout, parce qu'il y a eu beaucoup de Russes, d'Ukrainiens et de Juifs russes ou ukrainiens qui ont été assassinés justement par ces fameux nazis ukrainiens, puisque Babi Yar a été essentiellement le fait de nazis ukrainiens et non pas de nazis allemands. Il y en avait très peu d'Allemands. Absolument. Donc ça, c'est des réalités historiques qu'il ne faut pas rappeler, donc il faut oublier, qui sont niées, puisqu'aujourd'hui, par exemple, à Kiev, ils ont débaptisé le nom d'une avenue qui était donnée à un maréchal soviétique, un général soviétique, qui commandait le front ukrainien, ce qu'on appelait, qui a donc libéré Kiev des nazis, mais des nazis allemands, hein, de l'occupation allemande. Et
Aujourd'hui, ils ont débaptisé cette avenue et ils l'ont appelée du nom de M. Choukevitch, qui était encore pire que Bandera, puisque c'était lui carrément un monsieur qui se mêlait des massacres, alors que Bandera était quand même un nazi de bureau, plus que Choukevitch. Donc voilà, c'est vous dire aujourd'hui les aspects quand même assez paradoxaux de ce virage ukrainien qui est foncièrement et par définition ou par fondement très très anti-russe, soutenu par les milieux les plus russophobes des néoconservateurs américains, qu'ils soient républicains ou démocrates. Là, vous avez évidemment le plus grand fanatique qui est McCain, qui ne pardonne pas aux Russes le fait d'avoir été abattu au Vietnam quand il était pilote, et que comme il était fils d'un amiral américain, il a été plutôt bien traité par les Viet Minh, enfin par les Vietnamiens du Nord, chez qui il a été détenu, mais il a été beaucoup interrogé, d'après les sources que moi j'ai pu obtenir en Russie. Il a été essentiellement interrogé par des officiers soviétiques, d'où il en veut beaucoup à eux, et il s'est montré très très disert. Et disons qu'à la limite, son acharnement anti-russe d'aujourd'hui est quand même beaucoup dû au fait qu'il s'en veut à lui-même de s'être montré un lâche, il faut bien le dire, très très bavard, et d'avoir livré beaucoup de secrets américains qu'il détenait soit par sa fonction de pilote, d'officier pilote, soit par son papa. Et les soviétiques l'ont traité plutôt bien, par rapport évidemment à la façon dont étaient traités d'autres prisonniers américains par les Nord-Vietnamiens. Donc voilà, c'est pour remettre les choses là aussi en place. D'autre part, alors vous disiez blacklisté. Oui, certes, j'ai été surtout invité quelquefois, comme ancien confrère ou comme confrère, par des chaînes de télévision hautes pour jouer le rôle du bad guy, comme on dit en anglais. Du mauvais garçon. Le méchant, quoi. Le méchant qu'on me présentait comme pro-poutinien, pro-russe, pro-machin, etc. En fait, moi, évidemment, je connais la Russie, je connais bien la Russie, je suis d'origine russe, puisque je suis la 3e génération de l'émigration blanche qui est partie à la guerre civile. Donc je connais ce pays, je connais cette langue, je connais la situation, j'y ai travaillé puisque j'ai fait là-bas mon service militaire français, comme VSNA et comme prof de français à l'université là-bas, mais je ne suis pas russe, je suis français et je parle dans ma position, je ne suis pas pro-russe, parce que j'aurais sans doute d'autres positions si j'étais pro-russe ou poutinien, comme ils disent, qui à la limite, son souci, c'est pas ce qui se passe en matière d'information en France ou dans les pays de l'Ouest. Ses soucis, c'est de développer la Russie, c'est de défendre la Russie, c'est de passer les messages favorables à la Russie. Moi, je considère, même si dans mon langage, évidemment, ce que je dis est plus favorable à la Russie que les acharnements systématiques russophobes, justement, moi, je dénonce le danger de cette russophobie sur plusieurs plans pour nous en France. C'est-à-dire que moi, ma position, c'est français de tradition diplomatique favorable aux franco-russes. Parce que je pense que c'est dans les moments où la France a joué la carte russe qu'elle a le mieux réussi en matière de géopolitique et en matière de présence dans le monde. Sans doute d'ailleurs de présence, et d'ailleurs en politique intérieure aussi, dans une certaine mesure, même s'il y a eu l'épisode, bien évidemment, des emprunts russes, sur lesquels on n'a pas tout dit non plus. Là aussi, il y a des choses à préciser, parce qu'on ne peut pas dire que les banques françaises aient été très malheureuses de cette affaire des emprunts russes. Bon, enfin ça, c'est un sujet presque à part, qu'il faudrait traiter à part, mais j'ai fait un très très long article là-dessus, qui était un des articles les plus difficiles que j'ai connus dans toute ma carrière. C'est sur le site de... alors maintenant, ça s'appelait
Maintenant, ça s'appelle Russia Beyond the Headlines, en bon français. Russia Beyond the Headlines, il y a un site internet, et dessus, vous devez pouvoir trouver un article par mon nom, par Koshko, donc, sur les emprunts russes et le sort de ces emprunts russes. Je m'éloigne là aussi, donc je reviens à mon aspect. Oui, parce que Dimitri, je me suis mis à lutter contre la russophobie. Voilà, c'est ça, c'est l'objet de notre entretien aujourd'hui, c'est ça. Nous avons un problème. Voilà. Cette histoire de russophobie fait que nous déformons l'information systématiquement en ce qui concerne la Russie, mais ce qui concerne aussi les implications de la Russie et nos relations avec la Russie. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences, je dirais, sur le champ de la liberté d'information, sur le champ de la fiabilité de l'information. Et la fiabilité de l'information, c'est au-delà même de la déontologie journalistique. Et je vous rappelle que la charte de déontologie journalistique, c'est nous les Français qui l'avons les premiers rédigés en 1918, grâce aux journalistes qui se sont regroupés dans le SNJ, ensuite, le Syndicat national des journalistes. Et cette charte a été revue à plusieurs reprises. Elle a inspiré la charte de Munich de 1976, qui est une charte internationale, elle. Elle a été révisée, là, il y a 2 ans, maintenant, il y a 3 ans, par le SNJ lui-même, sur la base de la première charte de 1918. La charte de 1918 avait été faite parce que les journalistes avaient trouvé qu'on avait exagéré pendant la guerre de 14-18 dans la déformation de l'information et qu'on avait confondu quelque peu la plume et le lebel. Aujourd'hui, on dirait la plume et le fusil mitrailleur. Donc, c'est pas la même chose. Et il faut garder une possibilité de fiabilité de l'information. Je parle même pas de liberté de l'information, de fiabilité de l'information, même en temps de guerre. Parce que sinon, une société qui se veut citoyenne et se veut démocratique ne peut pas fonctionner. Si le citoyen n'a pas les éléments d'information pour lui permettre de se faire une opinion équilibrée et à peu près cohérente, ça ne marche plus. Or, l'information cohérente, c'est justement de donner, je distingue de l'information cohérente et de l'information fiable de l'information objective. L'information objective, on sait bien dans le métier, c'est quelque chose de très difficile dans la mesure où nous sommes tous prisonniers d'une certaine subjectivité. Une subjectivité qui tient simplement à notre niveau de culture, à notre niveau aux acquis civilisationnels que nous avons. Je n'ai pas le même œil qu'un Bengali ou un Bangladeshois, si vous voulez, ou qu'un Bolivien ou qu'un Africain du centre de l'Afrique, pas trop francophone ou pas trop anglophone. C'est forcément des points de vue différents sur les choses. C'est normal, ça tient à la subjectivité, à la culture des uns et des autres. C'est pourquoi l'objectivité a des limites. Oui. Les agences internationales qui ont le souci d'une information équilibrée font exprès d'avoir des correspondants locaux de façon à justement avoir un point de vue local sur les choses, qui équilibre les choses et qui permet aux lecteurs des sociétés citoyennes de pouvoir se faire une idée plus complète et plus équilibrée. C'est important. Or ça, c'est totalement nié lorsqu'on fait du dénigrement systématique, de la déformation d'informations, de la dissimulation d'informations. Le site, justement, stoprussophobie.info, donne certains exemples de ces dissimulations d'informations. Par exemple, quand il y a 2 ans, le responsable des services secrets de l'armée était interrogé par la commission de la défense nationale du Parlement et qu'il expliquait qu'il n'y avait pas d'intervention de troupes russes en Ukraine de l'Est, contrairement à ce qu'on racontait à longueur de colonne, où l'on disait que c'est la Russie qui attaquait l'Ukraine, c'était absurde. Et c'était militairement absurde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soldats russes en Ukraine de l'Est. Il y en a notamment sous forme de volontaires qui sont aidés sans doute par la Russie, parce que la Russie n'est pas neutre
dans ce conflit, et elle n'a jamais prétendu l'être, hein, d'ailleurs. Puis elle ne peut Mais pas. il n'y a pas d'intervention, elle ne peut pas l'être. Il n'y a pas d'intervention militaire en tant que telle en Ukraine de l'Est, avec la logistique de l'armée russe, etc. Il n'y a pas. Il y a des aides, il y a un soutien d'armement sans doute, bien qu'ils aient repris tellement d'armement aux troupes ukrainiennes totalement démoralisées et qui n'avaient pas du tout envie de se battre là, bien évidemment. Clair, et oui. n'oubliez pas qu'il y avait des énormes dépôts d'armes soviétiques dans toutes ces régions, et dans l'ouest de l'Ukraine plus d'ailleurs que dans l'est, datant de l'époque soviétique, puisque dans la stratégie soviétique, il était considéré que ce serait là l'une des régions qui serait le plus attaquée par l'OTAN en cas d'invasion de l'URSS. C'est des stocks d'armes qui étaient enterrés, c'est ça? Comment? C'était des stocks d'armes qui étaient enterrés, protégés contre l'humidité et la poussière. Mais évidemment, l'armée ukrainienne sait où ils sont. Hein. D'ailleurs, le truc, c'est qu'ils en ont vendu énormément, notamment pendant la guerre de Yougoslavie. Pendant la guerre de Yougoslavie, il y a eu deux sources d'armement. C'est les armements soviétiques à partir de Berlin, qui ont été vendus par des tas de trafiquants et des tas de trafics. Et puis, il y a eu les Ukrainiens et les anciens pays de l'URSS, comme la Moldavie notamment, ont vendu énormément d'armes, un peu partout dans le monde d'ailleurs, et y compris aux terroristes. Oui. Bon, voilà, bon, ça c'est aussi une parenthèse, mais vous voyez, ça aussi, c'est des aspects que moi je peux dire, je pense pas je ne sais pas si les Poutiniens le diraient ou pas, j'en sais rien, peut-être, mais c'est pas dans l'intérêt des Russes de raconter des choses comme ça. En tout cas, c'est dans notre intérêt à nous, en France, de le savoir. Oui. Donc je dis l'information, il y a l'information au niveau économique aussi, a des conséquences, cette non-fiabilité de l'information, parce que vous ne pouvez plus savoir où vous pouvez investir, où vous ne pouvez pas investir, comment fonctionne telle ou telle économie, dans quel état elle est, dans la mesure où dans la propagande russophobe, on vous explique que voilà, demain, la Russie, elle va s'effondrer, c'est une crise économique permanente, c'est une démographie totalement négative, ce qui n'est plus vrai depuis plusieurs années. Oui. Ce qui est vrai en revanche en Ukraine et dans les pays baltes. Oui, là, qui s'aggrave d'ailleurs. Hein. En Russie, non. Et avec les migrants, en quelque sorte, ukrainiens, qui vont aujourd'hui en Russie, il y en a plus de 2 500 000. Et les Russes n'en font pas un fromage. Vous me direz, eux, ça leur profite d'un certain point de vue, puisque ça leur fait une population déjà formée, parlant la langue, bien intégrée, oui. Et qui équilibre à la limite l'immigration assez cohérente, conséquente qu'ils ont de la part de l'Asie centrale. Et elle pose le problème d'une immigration musulmane. En Russie, où jusqu'à présent, il faut bien le dire, l'islam russe s'est débrouillé avec, où le pouvoir russe arrive à encadrer son islam, notamment en construisant la plus grande mosquée quasiment du monde, je pense qu'elle est... Enfin, c'est une des grandes mosquées du monde, en tout cas, oui. a été construite récemment à Moscou, il y en a à Kazan, mais les imams tatars ou les mouftis des différentes régions musulmanes de Russie sont des traditionnalistes musulmans, c'est-à-dire ceux de l'évolution intellectuelle de l'islam et de l'adaptation de l'islam à un environnement multireligieux et multiethnique, et donc où l'apostasie qui est prônée par les islamistes contre tous ceux qui ne seraient pas obéissants à des dogmes qui ne viennent que de certaines régions de la péninsule saoudienne, enfin arabe, d'Arabie, sont condamnés. Et on mène à un fanatisme total qui a mené aux dérives islamistes. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam, et les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme. Quand même, s'en rendre compte, ça me paraît très important. En Syrie en particulier, oui. L'islam intellectuel, je dirais, notamment représenté par les Tatars, continue à exister, et continue à exister dans leur société, avec bien évidemment un renoncement
à cette idée d'apostasie pour les gens qui deviendraient ou bien non-croyants ou qui changeraient de religion, etc. Donc ça aussi, on en parle très peu, mais je dirais que ça vaudrait le coup de faire des tables rondes musulmanes entre musulmans de France, par exemple, et musulmans de Russie, où ils échangeraient certaines expériences et certaines démarches intellectuelles notamment. Alors, je ne parle pas du soufisme, notamment, qui en Tchétchénie est très important, dans le Caucase, et qui, lui aussi, est ennemi du wahhabisme, qu'on cherche à imposer, et la guerre de Tchétchénie est notamment une lutte entre le soufisme et le wahhabisme, en plus de l'aspect de lutte contre le centre, c'est-à-dire contre Moscou, pour des raisons notamment des fameux trafics d'armes dont j'avais parlé tout à l'heure à partir de l'Allemagne, et de trafic de voitures volées en Europe occidentale, qui étaient amenés par avion à partir de Berlin dans les évacuations de matériel militaire soviétique, qui atterrissaient à Grozny, et la Tchétchénie à l'époque se lançait dans beaucoup de trafics de voitures volées en Europe occidentale et qui étaient revendues dans la Russie du début des années 90, totalement anarchique, etc. C'est la Russie de Helsinki, hein, c'est celle de la corruption. Helsinki, enfin, celle de l'effondrement de l'URSS. Mais là, si on va dans les détails, on comprend mieux aussi le lien entre un oligarque qui s'appelait Berezovsky, qui était un grand opposant à Poutine, avant d'avoir écrit une lettre en lui demandant de lui pardonner. Il était à Londres, et il a été retrouvé mort à Londres, alors qu'il avait déjà écrit des lettres justement demandant à Poutine de pouvoir retourner, etc. Donc là aussi, aujourd'hui, dans la propagande russophobe, on accuse sans doute, mais pas trop, je crois, de l'assassinat de Berezovsky. On accuse les autorités russes, ce qui n'est pas vraiment le cas, ou en tout cas, à ce que je sache, ça m'étonnerait que ça le soit. Donc voilà, je reviens à la russophobie. Donc, cette russophobie, elle a des conséquences. Elle a des conséquences aussi morales, puisque on introduit du coup des doubles standards moraux, où quelquefois il y a des choses qui sont bien, d'autres choses qui sont mal. Elles sont mal quand c'est des Russes, elles sont bien quand c'est les autres. Je parlerai évidemment le régime pas très démocratique d'Arabie Saoudite ou du Qatar, ça va très bien parce que c'est nos amis. Ce qui est reproché à la Russie lorsque une manifestation qui était autorisée d'opposants russes récemment, de Navalny, au mois de juin, a simplement été déviée de l'endroit où elle a été autorisée, et Navalny a essayé de se mêler à la foule des gens qui étaient là pour la fête de la Constitution. C'était un jour férié, il y avait des stands de divertissement, il y a mis les manifestants de façon à faire valoir, d'un strict point de vue de communication, de dire il y a beaucoup de monde, de provoquer des incidents avec la police, et de justifier auprès de ces financeurs, puisque les Américains ne se cachent pas, ils ont mis 20 millions par an de dollars pour aider les partis et les organisations d'opposition russes. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils reprochent aux Russes, d'une manière très aléatoire, très hypothétique, sans aucune preuve, de soi-disant des élections en faveur de Trump, ce qui est assez étonnant, parce que ça voudrait dire que derrière chaque électeur américain, il y avait un Russe pour lui tenir la main. C'est tellement ridicule. Mais disons, sur le fond, on reprocherait aux Russes ce que les Américains font eux-mêmes, c'est-à-dire, d'espionner tout le monde. Ça, Snowden l'a quand même assez dit. La NSA ne s'en cachait pas trop. Wikileaks l'a publié à longueur de révélations. Donc, c'est eux qui espionnent le monde entier, y compris leurs alliés, comme Hollande ou comme Angela Merkel, puisqu'ils écoutent même les téléphones portables de ces chefs d'État. Et puis, ensuite, ils avouent eux-mêmes qu'ils se mêlent de la politique intérieure de la Russie, d'autres pays aussi, notamment de la Syrie, bien évidemment. Eh bien, là, nous, on n'entend que le fait que l'intervention russe dans les élections américaines, encore une fois, qui n'est ni prouvée, ni réelle, qui est totalement absurde. Mais l'idée, c'est un procédé d'information qui disons, a été
popularisé ou théorisé par Goebbels, disant que vous assénez une contre-vérité, vous la répétez, vous la répétez, vous la répétez, et à force, ça devient une vérité. Et comme par le jeu de la presse de background, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de rappeler ce qui s'est passé avant, dans la mesure où votre background consiste en cette contre-vérité, eh ben vous en arrivez à répéter sans arrêt la même chose en faisant croire que finalement cette contre-vérité de base, elle est devenue une vérité. Et alors après, on développe à partir de, oui, vous savez, à partir de l'intervention russe, un élément connu dont on ne discute plus, oui. L'intervention russe pour les élections américaines, eh bien, en vérité, il y a eu un contact entre le fils Trump et une juriste russe, alors qui serait liée au Kremlin. En quoi elle est liée au Kremlin, on ne sait pas bien. Quelle était exactement sa mission. Ils se sont vus 20 minutes, ils n'ont pas couché ensemble, ils n'ont rien fait de particulier, mais ça ne fait rien. La juriste russe a beaucoup influencé le fils Trump, qui se rappelait à peine l'avoir rencontré. Enfin, bref, on est dans des absurdités totales. On accuse Trump d'avoir serré la main de Poutine lorsqu'il est venu chercher sa femme au G20. On est dans l'absurdité totale, mais on assène ça en se basant toujours sur ce fameux background qui est dans la contre-vérité. C'est la même chose pour Beslan. On va dire à chaque fois, il faut rappeler Beslan. Il faut rappeler Beslan, c'est cette attaque terroriste dans une école, une école primaire. De l'Ossétie, voilà. À la rentrée des classes, qui a fait énormément de morts. Il y a fait 380 morts, dont 180 enfants. Et on dit, c'est l'intervention des forces russes. D'abord, les forces russes, je ne vois pas quelles autres forces il pourrait y avoir, mais ça, c'est pas grave. Oui. Ça fait partie des pièges de langage au niveau des mots. Donc, des forces russes, c'est eux qui ont tué tout le monde lors de cette attaque terroriste. Alors, on oublie totalement qu'on avait affaire à une attaque terroriste. Oui. On nie totalement que dès le début, les terroristes ont tué des gens. Et moi, j'ai des témoignages. J'ai interrogé les enfants qui étaient rescapés de ce massacre. J'ai interrogé des gens qui y étaient. J'ai interrogé évidemment des confrères et des consoeurs journalistes qui ont couvert la chose. Je peux vous dire que dès le début, les terroristes ont tué des gens. Ils ont tué notamment un père qui avait calmé toute la population quand les gars armés étaient là. On commençait à les prendre en otage. Ils ont tué 12 pères qu'ils ont précipités des fenêtres du premier étage. Et c'est quand les services de secours sont venus chercher des cadavres qui se décomposaient, qui commençaient à sentir mauvais parce qu'ils faisaient une chaleur à crever, et que les enfants étaient dans un préau où on les empêchait même de boire. Et tout ça, c'est la faute à Poutine, selon la propagande russophobe. C'est une honte. C'est une honte. Ouais, c'est indécent, à ce niveau-là. Et ça, c'est tous les ans qu'on y a droit. Alors, il va y avoir une commémoration, d'ailleurs, le 2 septembre, dans l'après-midi, faite par l'association qui s'appelle Solidarité Enfants de Beslan. Et les Russes vont prêter le nouveau centre culturel au Quai Branly. C'est là-bas que ça va se passer. Donc voilà, il y aura une commémoration civile et puis une commémoration religieuse avec une messe des morts. La russophobie, elle s'exerce pas mal sur cette affaire de Beslan, sur les déformations, et après ça devient une déformation historique. La déformation historique de choc, c'est de dire aujourd'hui, par exemple, que ce sont les Américains qui ont gagné la guerre contre les nazis. Oui, oui, en 45-47, tout le monde savait bien que c'était quand même l'armée rouge, les soviétiques. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour l'armée soviétique ou Staline, mais enfin, il n'empêche que les soviétiques ont quand même perdu 23 millions ou 26 millions selon les chiffres, 23 millions de gens tués à cause de cette guerre contre le nazisme. On pourra disserter sur le fait que le régime stalinien a sans doute créé plus de pertes qu'il n'aurait dû en avoir. Il n'empêche que ça se compte en millions. En millions, et que les soviétiques n'ont pas cédé. Ils se sont battus, ils ont libéré les camps de concentration, ils ont sauvé des tas de gens, dont les camps de concentration d'extermination de la Shoah. Oui, qui étaient principalement d'ailleurs en Pologne. Hein. Bien sûr, et même en Allemagne de l'Est. Mais ils ont
Et n'oubliez pas en Lettonie, par exemple. Aussi. En Lettonie, où aujourd'hui, on veut commémorer les anciens combattants nazis, lettons, qui étaient dans l'armée allemande. Enfin, là aussi, vous voyez les doubles standards. Oui, oui. D'un côté, chez nous, il y a des lois mémorielles. On n'a pas le droit de célébrer les nazis, heureusement. Et dans les pays baltes et en Ukraine, c'est ce qu'ils font. On nous présente comme une grande libératrice, etc. On commémore ces nazis, on leur fait des monuments et on chante des chants à leur gloire. Et on il y a des commémorations en Lettonie au mois de mai sur par les anciens nazis qui défilent dans les rues. Vous voyez, là aussi, on est en double moralité. Quand je parlais des aspects économiques, je ne reviendrai même pas sur l'histoire des Mistral, qui est un truc ridicule. On a perdu 1 milliard d'euros avec cette histoire de Mistral et on a fait des cadeaux aux Russes. On leur a donné la technologie, on leur a formé des matelots et on leur a remboursé. Heureusement, ils ont eu l'élégance de ne pas demander de dédit, enfin l'élégance ou la gentillesse, parce que à la limite, les Américains, ils ne nous auraient pas épargnés. Hein. C'était au même moment qu'ils racketaient la BNP de 9 milliards. Oui. Donc là, ça nous en faisait quand même des chômeurs qui auraient pu travailler grâce aux 9 milliards, non? C'est clair. Et ben on les donnait aux Américains parce que l'Amérique a besoin de pognon, parce qu'elle est endettée et parce qu'elle rackette les banques à l'étranger sur les éléments de loi américaine. Que la BNP n'a rien fait de mal. Hein. C'est simplement servi de dollars pour commercer avec l'Iran, avec Cuba et avec je ne sais plus où, qui était interdit par les Américains, mais pas par la France. Eh bien, malheureusement, nos gouvernants se sont totalement écrasés. L'Union européenne n'a rien dit et on continue à se laisser manœuvrer, épier. Il faut bien dire. Et moi, je ne reproche rien aux Américains. Les Américains défendent leur bout de gras. Mais nous, il faut qu'on se défende tout de même. Donc, avec ces bêtises qu'on raconte là sur la russophobie, etc., on est en train de se priver, à la limite, d'alliés pour défendre l'Europe et défendre nos intérêts à nous. Oui, parce qu'avec les sanctions... Nous, on s'en fout. La France, on s'en fout qu'ils aient des porte-hélicoptères. En plus, ce ne sont même pas des machines de guerre offensives, les porte-hélicoptères. Il faut qu'ils soient encadrés et défendus par toute une escadre. Donc, il ne pouvait pas s'en servir comme ça. Et Sarkozy, quand il a autorisé cette opération, c'était aussi pour que la Russie puisse participer à des opérations internationales de secours, notamment compte tenu des catastrophes naturelles qui risquent de se produire de plus en plus compte tenu du réchauffement climatique, dont on ne connaît pas forcément les raisons puisqu'ils sont contestés, mais il n'empêche qu'il y a un réchauffement climatique. Bon, pour quelle raison, c'est autre chose. Et donc, il y a des catastrophes qui se présentent. Oui, il y a des tsunamis raz-de-marée. Oui, il y a des orages. Oui, il y a des cyclones. Oui, etc. Et donc, la Russie devait prendre sa part. Or, c'est des bateaux hôpitaux. C'est des bateaux plus d'intervention logistique, d'appui, que des bateaux militaires proprement dits. C'est absurde. Nous, on s'en fout de ça. Les Américains, eux, partent du principe qu'il ne faut pas laisser une puissance se constituer une flotte, car la flotte le contrôle des mers doit être fait par eux, parce que c'est la garantie d'un empire. C'est très bien expliqué par une intervention de George Friedman, qui est le directeur de Stanford, qui est un think tank américain proche de la CIA, et vous le trouvez d'ailleurs il y a une vidéo. Sur Stop Russophobie, et vous pouvez le trouver aussi sur YouTube en direct, sous-titré en français. C'est génial. En 10 minutes, vous avez compris toute la géopolitique américaine et vous comprenez à quel point ils défendent leurs intérêts, mais à quel point ils veulent éviter que l'Europe ne se rapproche de la Russie et surtout l'Allemagne. C'est la chose à éviter. Alors pour ça, ils sont en train de constituer un État tampon de ce qu'on appelait le Mejdoumorié, c'est-à-dire les deux mers, le royaume des deux mers, de la Pologne, la Lituanie, la Moldavie, de façon à essayer de créer un État tampon. Autre mesure économique, et là aussi, on commence à avoir un petit peu d'informations quand même, les nouvelles sanctions américaines. Nouvelles sanctions américaines contre la Russie, soi-disant. Donc c'est bien, puisque les Russes sont méchants, donc c'est très bien. Mais c'est très bien, sauf que ce qu'ils veulent interdire, c'est notamment
ce qu'on appelle le Nord Stream, c'est-à-dire oui, Nord Stream 2. Le gazoduc numéro 2 par le nord, qui passerait des gisements gaziers dans lesquels il y a notamment Total, qui a été déjà victime des premières sanctions anti-russes, puisque notamment les explorations offshore ont été mises sous sanction. Or, c'est Total qui avait reçu la plus belle part dans le territoire qui s'appelle Yamal, au nord de la Russie. C'est nous, c'est la France qui avait ça. Et on avait un gros avantage. Les Américains, ça les embêtait. Paf, ils ont foutu une sanction sur l'exploration offshore, le matériel d'exploration offshore. Et puis, ça retombe sur qui? Sur nous. Eux, ça leur permet, parce que eux, leur commerce, il n'a pas baissé aux Américains avec la Russie, depuis les premières sanctions. Ces deuxièmes sanctions, ça ne frappe que nous. Quand ils interdisent le deuxième courant, c'est soi-disant par solidarité avec l'Ukraine, pour pouvoir autoriser le passage par l'Ukraine. On a eu des problèmes de gaz à cause de l'Ukraine, parce que l'Ukraine pompait le gaz qui nous était destiné. Ça, c'est le premier point, c'est embêtant quand même. Deuxième point, les installations de gazoducs datent de l'époque soviétique, ça fait maintenant 25 ans. Et elles sont totalement obsolètes. Elles ne marchent plus, il y a des pannes sans arrêt, il y a des fuites, il y a des pannes, etc. Donc personne ne peut investir, puisque personne ne veut y investir. Les Ukrainiens, ils ne peuvent pas, puisqu'ils ont volé tout l'argent, donc ils ne peuvent pas investir. Les Russes ne peuvent pas investir, puisque de toute façon, le pouvoir de Kiev leur interdit de faire quoi que ce soit. Et quand les Russes ont quand même continué à avoir des établissements financiers en Ukraine, l'année dernière, ils ont été mis à sac par les néo-nazis. Donc ils ne vont pas investir dans un gazoduc qui demande beaucoup d'investissement, et qui ne marchera plus, qui n'est pas sûr. Donc nous, on va faire quoi? On va acheter le gaz de schiste extrait par les Américains qui vont nous amener par bateau. Ils ont déjà vendu ça à la Pologne. Mais je crois... On va payer plus cher. Et puis ça veut dire qu'on justifie le gaz de schiste que par ailleurs, on nous explique ici, les écolos notamment, parmi les plus russophobes, qui nous expliquent que le gaz de schiste c'est très très mal, parce que la recherche par fragmentation, ça fait de la pollution, ça fout l'eau en l'air, etc., etc. Et on est solidaire des pauvres Américains qui effectivement ne peuvent pas déménager et qui sont dans une zone où il y a eu des explorations de gaz de schiste et qui n'ont plus d'eau dans leur robinet parce qu'elle est dégueulasse.